La petite médaille qu'il glissait dans sa poche avant d'entrer en scène n'apparaît plus dans les dernières notes de Suzanne Gabriello. Et ce détail minuscule, presque ridicule pour le public, devient soudain une alarme qui hurle à travers les décennies. Elle écrit que ses doigts tremblaient quand il cherchait ce talisman sous la lumière blanche des loges, parmi la poudre, les cravates froissées et les verres à moitié pleins. Selon des confidences rapportées par son entourage, il consultait en secret une liseuse de cartes qui lui répétait qu'une femme entrerait dans sa vie comme un incendie magnifique, puis laisserait derrière elle une maison de cendres. Pourquoi ces phrases ont-elles été minimisées, puis rangées au fond d'un tiroir, comme si l'on craignait qu'elles abîment la légende du géant de la chanson francophone? Qui voulait protéger l'image, et qui voulait surtout protéger ses intérêts? Et surtout, pourquoi Suzanne note-t-elle, presque à voix basse, que tout s'est accéléré le jour où il a cessé de toucher sa médaille avant de chanter? Au dehors, les salles débordaient d'amour, de cris, de bouquets et de regards mouillés. Jacques Brel semblait plus grand que la scène elle-même. Son costume noir absorbait les projecteurs, et sa voix, tantôt caresse, tantôt gifle, tenait des milliers de personnes suspendues à ses lèvres. Les journaux le présentaient comme un homme en feu, un artiste total, un prince de la sincérité. Mais dans les couloirs, Suzanne voyait un autre décor, celui des serviettes humides sur le front, des cigarettes qui se consument jusqu'au filtre, des silences trop longs après les rappels. C'est là que le contraste social devenait brutal. Le public rêvait de champagne, de luxe et de triomphe éternel, alors que la fatigue rongeait l'homme derrière l'idole, comme une dette intime qui grossit de soir en soir. Dans les beaux quartiers, on parlait de génie. Dans les cuisines des théâtres, on parlait d'un cœur qui s'essoufflait et d'une âme qui cherchait de l'air. Suzanne, elle, passait d'une table de gala à une chambre d'hôtel en désordre, avec la même sensation d'être témoin d'une fissure que personne ne voulait regarder. Puis arrive Madly Bami, d'abord présentée comme une respiration, une danseuse solaire, une présence capable de ranimer un homme usé par les tournées. Selon plusieurs récits d'époque, elle n'entre pas dans sa vie par effraction, elle y entre par fascination réciproque, avec la douceur d'une promesse et l'intensité d'un vertige. Suzanne, dans ses pages, ne la décrit pas immédiatement comme une menace. Au contraire, elle reconnaît son éclat, sa grâce, son pouvoir d'apaiser certaines nuits. Mais très vite, elle ajoute des détails plus sombres, des colères soudaines, des absences, des jalousies qui s'insinuent. Et ce sentiment qu'autour de Brel se forme un cercle où les anciens amis n'ont plus de place. La menace devient une horloge invisible. Un concert triomphal, puis une nuit chaotique. Un rire en public, puis une porte claquée en privé. Suzanne tente d'intervenir avec délicatesse. Elle conseille, elle temporise, elle écrit des mots qu'elle n'ose pas toujours dire en face. Elle comprend qu'elle n'affronte pas seulement une histoire d'amour, mais un mécanisme d'emprise émotionnelle où chacun prétend sauver l'autre en l'y enfonçant davantage. Et quand elle note qu'il ne porte plus sa médaille, qu'il ne suit plus ses rituels, qu'il repousse même les amis les plus loyaux, une question glacée s'impose déjà. Qui avait vraiment la main sur le destin de Brel à ce moment précis? On raconte souvent que les artistes vivent entourés d'or, comme si la gloire garantissait des coffres pleins pour toujours. Mais les carnets de Suzanne dessinent une autre géographie, faite d'avances, de dépenses folles, de générosité incontrôlée et de comptes opaques. Elle décrit des enveloppes qui circulent, des cadeaux somptueux, des voyages décidés sur un coup de tête, des nuits où l'argent devient un anesthésiant social. Elle écrit que certains proches parlaient d'amour, d'amitié et de fidélité, tout en surveillant de très près les contrats, les pourcentages et les signatures. Après les applaudissements, dans la fumée des fins de soirée, la question qui revenait n'était pas toujours « Comment va Jacques ?», mais « Combien vaut encore Jacques ?» Et derrière les sourires, Suzanne sentait une peur de l'effondrement matériel qui rendait tout le monde nerveux, presque paranoïaque. Sur scène, c'était l'abondance symbolique, les fleurs, les hommages, les promesses de tournées sans fin. Dans l'intimité, c'était parfois la fuite en avant,
avec des dépenses qui semblaient vouloir acheter le silence intérieur. Ce contraste blessait Suzanne, issue d'un monde où l'on comptait chaque billet, chaque loyer, chaque repas. Elle voyait d'un côté les salons élégants, où l'on trinque au génie, de l'autre les techniciens qui plient le décor à l'aube pour un salaire modeste. Et au milieu, Brel, devenu distributeur de chaleur humaine, de temps, d'énergie et parfois d'argent, comme s'il voulait payer d'avance une paix qui ne venait pas. Selon des témoignages repris plus tard par la presse, certains intermédiaires se rapprochent alors de plus en plus de lui, avec des airs de protecteur, de conseiller indispensable, d'amis capables de gérer la tempête. Voilà la vraie figure du serpent sur la poitrine. Celle qui ne mord pas d'un coup, mais qui enlace, rassure, puis resserre. Suzanne note des noms, des initiales, des rendez-vous reportés, des appels filtrés. Elle se demande qui informe qui décide des rencontres, qui éloigne les voix critiques. La passion avec Madly occupe le devant de la scène sentimentale. Mais selon certains témoignages, autour d'elle semblait se former une petite économie du chaos, discrète, méthodique, presque professionnelle. Et pourtant, il y a encore des moments de lumière pure. Une répétition où il retrouve son souffle. Un repas simple où il rit comme avant. Une soirée où il parle de partir loin, d'écrire, de se reconstruire hors des projecteurs. Ces éclairs d'espoir redonnent du courage à Suzanne, qui croit, pendant quelques jours, qu'il peut reprendre la main. Puis un nouvel épisode éclate. Une dispute, une absence, une dépense incompréhensible, et tout recommence, plus violent, plus confus. La pendule continue de tourner. Suzanne comprend que l'héritage menacé n'est pas seulement financier, c'est un héritage de dignité, de parole, de création. Si l'argent s'évapore, on accusera les caprices. Si le lien social se brise, on parlera de tempérament. Mais si l'âme se fissure, qui osera dire que tout le monde l'a vu et que presque personne n'a agi? Alors, au cœur de ce tourbillon, qui profitait vraiment de l'affaiblissement de Brel? Et pourquoi ceux qui savaient le plus se taisaient-ils autant? Le cahier était couvert d'une toile cirée sombre, tachée au coin supérieur par une auréole de verre renversé. Et quand il a été retrouvé après la disparition de Suzanne Gabriello, plusieurs passages semblaient avoir été volontairement arrachés. Sur la première page conservée, elle écrit qu'on mentira sur ses années, qu'on parlera d'une simple passion, alors qu'elle a vu une lente dérive, jour après jour, visage après visage. Ce document contredit l'image trop propre d'une rupture romantique entre adultes consentants, parce qu'il parle de tentatives concrètes pour le protéger, d'appels à l'aide, de médiation refusée. Certains se demandaient qui aurait pu faire disparaître les feuillets les plus compromettants. Qui avait intérêt à réduire cette histoire à un roman sentimental? Et pourquoi les pages restantes donnaient l'impression d'un dossier inachevé, comme si quelqu'un avait fermé la porte au moment où la vérité allait éclater? Suzanne raconte qu'elle n'était pas une spectatrice jalouse, mais une amie qui connaissait ses fragilités, ses emballements, ses gouffres. Elle connaissait l'homme avant le mythe, celui qui doutait, qui culpabilisait, qui se sentait parfois indigne de l'amour qu'on lui portait. Dans son journal, elle décrit plusieurs tentatives de dialogue avec Madly, tantôt calmes, tantôt orageuses, et toujours avec la même intention affichée, freiner la casse. Selon certaines sources, ces discussions tournaient vite au duel de légitimité, chacune estimant être la seule à comprendre le vrai Brel. Le décor public, lui, restait éclatant. Interviews, chansons, tournées, sourires de façade, comme si rien ne pouvait atteindre l'homme debout au centre de la scène. Mais en coulisses, Suzanne voit l'épuisement moral gagner du terrain. Elle note des rendez-vous annulés à la dernière minute, des colères suivies de remords, des promesses impossibles à tenir. Plus elle tente d'agir, plus elle sent qu'un mur s'élève autour de lui, bâti de passion, de dépendance affective et d'intérêts croisés. La menace continue de traverser ses lignes comme un courant froid.
Pas encore le point final, non, mais une suite de signaux qui annoncent qu'on approche d'une frontière dangereuse. Elle écrit que certains soirs, il semblait déjà ailleurs, comme s'il contemplait sa propre vie depuis l'extérieur. Elle s'accroche aux rares gestes de tendresse, au retour en grâce, au matin plus lucide. Puis une nouvelle secousse efface tout, et elle recommence à écrire pour ne pas devenir folle. Le plus bouleversant, c'est cette phrase qu'elle répète sous des formes différentes. Je n'ai pas su le sauver, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. C'est là que la tragédie amoureuse devient tragédie collective. Parce que l'idole appartient au public, tandis que la chute se joue dans des pièces fermées où seuls quelques témoins entrent. Si ce journal dit vrai, alors l'histoire officielle est incomplète, et ceux qui ont fabriqué le récit lisse ont peut-être effacé des responsabilités. Alors dites-moi, si vous découvriez que les pages manquantes contenaient les noms de ceux qui ont laissé Brel s'enfoncer, voudriez-vous vraiment connaître toute la vérité? Et c'est précisément à ce point de rupture qu'une voix longtemps effacée est revenue dans la lumière. Pour la première fois, après près de 30 années de silence, la femme que la presse mondaine avait réduite au rôle de tentatrice s'est assise face à un micro, les mains jointes sur une table nue, et elle a accepté de parler, sans maquillage, sans avocat, sans décor protecteur. Elle n'a pas commencé par se défendre. Elle a commencé par une phrase qui a glacé le studio. Suzanne ne me haïssait pas. Suzanne avait peur pour lui. Selon les archives sonores de cette émission régionale, enregistrée au début des années 2000, sa voix tremble lorsqu'elle décrit des nuits où Brel alternait élan de tendresse et colères imprévisibles, au point que même les proches les plus fidèles n'osaient plus rester jusqu'à l'aube. Elle affirme que Suzanne l'a supplié à plusieurs reprises de mettre de la distance, non pour gagner une bataille intime, mais pour interrompre une mécanique devenue incontrôlable. Puis elle ajoute que certains hommes de l'entourage encourageaient discrètement cette tension, parce qu'un artiste au bord du vertige signait plus vite, annulait moins rarement ses promesses financières, et dépendait davantage de ceux qui géraient ses urgences. Dans les couloirs des radios, ce témoignage a circulé comme une braise, et plusieurs anciens collaborateurs ont soudain refusé d'être enregistrés. Si cette parole tardive disait vrai, qui avait intérêt à faire passer Suzanne pour une simple rivale blessée? Dans les pages qui suivent, Suzanne décrit des manies qui frappaient les témoins comme de petits signaux d'alarme. Certains soirs, il exigeait que toutes les ampoules de la loge soient remplacées à la dernière minute, persuadé qu'une lumière trop blanche lui volait sa voix. Puis il demandait un silence total, avant d'éclater de rire 5 minutes plus tard, comme pour nier sa propre peur. Les techniciens, payés en une soirée ce qu'un cadre moyen gagnait en plusieurs jours, se pliaient à ces demandes absurdes, avec un mélange d'admiration et d'exaspération, tandis que dans l'ombre des rideaux, on chuchotait qu'il s'enfonçait plus vite que la légende ne l'admettait. Suzanne note que la jalousie ne venait pas seulement de la vie privée, elle venait aussi de celles et ceux qui supportaient mal qu'un homme aussi vulnérable reste pourtant le centre absolu de toutes les attentions. Un soir d'hiver à Paris, selon des témoignages recoupés dans la presse de l'époque, la tension éclate dans un établissement de nuit fréquenté par des producteurs et des acteurs. Brel arrive tard, visiblement épuisé, se dispute avec un proche au sujet d'un déplacement improvisé, renverse un cendrier en cristal, puis disparaît dans une petite salle où l'on entend des éclats de voix et un miroir se briser. Quelques minutes plus tard, un responsable de salle sort avec une enveloppe et revient avec un sourire forcé. L'incident est requalifié en simple maladresse. Le registre interne est corrigé et aucun dépôt de plainte n'est maintenu. Le lendemain, la chronique mondaine parle d'une soirée brillante, sans un mot sur la panique qui a saisi les serveurs. Suzanne, elle, ne minimise rien. Elle écrit qu'elle a tenté de réunir les deux femmes dans un appartement discret, près des grands boulevards, pensant qu'un face-à-face calme pourrait éviter d'autres naufrages. La rencontre commence par des phrases polies, puis glisse vers une guerre de légitimité affective, où chacune affirme connaître le vrai visage de Jacques, celui qui n'apparaît jamais devant les caméras. Selon son journal, le plus troublant n'est pas l'affrontement lui-même,
mais la sensation qu'un troisième cercle, invisible et intéressé, observait ce duel en attendant d'en tirer profit. Quand une histoire intime devient un terrain d'affaires, peut-on encore parler d'amour, ou faut-il déjà parler de capture? Les semaines suivantes, Suzanne note des appels coupés, des rendez-vous déplacés sans explication, des messages transmis avec retard, comme si l'accès à Brel passait désormais par des filtres de plus en plus étroits. Elle tente de préserver ce qui peut l'être, une répétition sans alcool, une journée sans visite, un dîner simple loin des salons où l'on confond affection et influence. Pourtant, à chaque accalmie succède un nouvel épisode de tension, et la rumeur publique transforme ces secousses en anecdotes pittoresques, alors qu'en coulisses, chacun comprend que l'équilibre se délite. Dites-moi, quand la seule personne qui alerte est présentée comme excessive, qui reste-t-il pour empêcher la chute? Dans ce même carnet, un lieu revient comme un refrain inquiétant. Un appartement secondaire dont l'adresse n'apparaissait sur aucun agenda officiel et que même certains membres de la famille ignoraient. Derrière une porte ordinaire d'un immeuble sans prestige, il y avait des rideaux épais qui ne s'ouvraient jamais, un bar improvisé contre une bibliothèque et une odeur persistante de tabac froid mêlée à des parfums coûteux. Les voisins racontaient voir des arrivées tardives et des départs à l'aube, parfois dans un silence total, parfois dans un tumulte de rires trop forts pour être heureux. Selon des sources convergentes, c'est là que Brel se montrait sans armure, tour à tour généreux à l'excès, sombre, brusquement méfiant, puis infiniment tendre, comme s'il cherchait un refuge qui devenait lui-même un piège. Suzanne écrit que ce lieu n'était ni un simple pied-à-terre, ni un caprice de vedette. C'était une seconde vie, avec ses règles, ses gardiens et ses dettes morales. Dans cette pièce aux lampes basses qui consolait vraiment et qui alimentait le brasier. Là, les habitudes prenaient une dimension presque théâtrale. Il pouvait commander en une nuit l'équivalent de plusieurs mois de salaire d'un employé de théâtre en bouteille, en cadeaux improvisés et en avance de billets distribués à des connaissances de passage, puis culpabiliser à l'aube en demandant qu'on annule tout. Les témoins parlent d'un homme qui donnait pour retenir les gens, puis s'épuisait à regretter cette générosité sans frein. Suzanne mentionne un ami de Viré, ancien pilote reconverti en organisateur officieux, personnage charmeur qui savait obtenir une voiture, une table, un rendez-vous, et qui se présentait comme indispensable pour protéger le chanteur des importuns. C'est souvent par lui que les informations sensibles transitaient, et c'est souvent après son passage que les tensions redoublaient. Un incident précis marque un tournant. Une nuit, Brel est pris d'un malaise brutal dans cet appartement, après une discussion orageuse et plusieurs heures sans repos. Et l'on fait venir un médecin par une entrée de service pour éviter les regards. Selon des récits rapportés plus tard, le praticien conseille une pause immédiate et un encadrement strict. Mais au petit matin, la version diffusée à l'équipe devient une simple fatigue de travail. Selon les notes de Suzanne, un carnet de présence aurait été modifié et un chauffeur aurait reçu une prime exceptionnelle et qu'on a demandé au concierge de décrire la soirée comme parfaitement calme. Quand la santé devient un secret de gestion, la frontière entre protection et dissimulation s'efface dangereusement. Suzanne tente alors une stratégie plus concrète. Elle propose de déplacer Jacques quelques jours en dehors de Paris, loin des circuits nocturnes, avec un programme réduit et des visites limitées à 3 personnes de confiance. L'idée est acceptée le soir, refusée le matin, puis enterrée après un appel dont elle ne connaîtra jamais l'auteur. Dans son écriture, on sent une lassitude qui ne retire rien à la combativité. Elle continue, elle insiste, elle négocie, tout en comprenant qu'une architecture parallèle tient désormais le gouvernail. Peut-on sauver quelqu'un quand les portes se referment juste avant votre arrivée? À mesure que les tensions s'accumulent, Suzanne observe aussi les réactions du milieu. Officiellement, on célèbre l'artiste infatigable, on annonce des projets nouveaux, on vend l'image d'une puissance intacte. Officieusement, les musiciens se préparent à des changements de dernière minute, les régisseurs gardent des valises prêtes, et chacun apprend à lire les signaux faibles d'une soirée qui peut basculer. Ce double discours consume les loyautés, parce qu'il oblige les témoins à sourire en public,
et à improviser des explications en privé. Vous, à leur place, auriez-vous parlé, au risque d'être banni, ou vous seriez-vous tu pour rester près de lui? Puis apparaît ce que Suzanne appelle un cercle de 5, un noyau serré qui se réunit sans procès-verbal, loin des agents officiels, et qui décide qui entre, qui attend, qui signe, qui sait. Il y a un gestionnaire de tournée, un conseiller juridique, un médecin discret, un intermédiaire financier et un proche chargé de filtrer les appels, chacun affirmant agir pour le bien de l'artiste, chacun détenant une pièce de vérité que les autres ne possèdent pas entièrement. Selon des documents évoqués par la presse culturelle, ce groupe coordonnait les annulations, les reports et les justifications publiques, de sorte que les failles paraissent accidentelles et jamais structurelles. Quand une répétition se passait mal, on parlait d'exigence artistique. Quand une absence inquiétait, on parlait de repos créatif. Quand une dépense choquait, on parlait de générosité spontanée. Suzanne comprend alors que l'histoire n'est plus seulement sentimentale. Elle est administrée. Et dans un récit administré, qui peut encore dire la vérité complète sans être immédiatement discrédité? Un épisode à Bruxelles, au cœur des années 60, révèle la méthode de ce clan. Quelques heures avant une apparition très attendue, Brel arrive avec une fatigue visible, hésite sur les paroles d'un nouveau morceau et demande un report de dernière minute pour reprendre son souffle. La réponse tombe sèchement. Impossible. Les billets sont vendus, les partenaires présents, les pénalités seraient colossales pour une équipe dont plusieurs techniciens vivent déjà à flux tendu. Selon plusieurs témoignages, le Cercle des 5 aurait imposé une version officielle de simple irritation de gorge, réorganise la soirée, réduit les échanges avec la presse et verrouille l'accès aux loges. Le public applaudit. La chronique parle de professionnalisme héroïque, et personne ne voit la dispute qui éclate ensuite autour des contrats à paraffer avant minuit. Suzanne n'accepte plus cette logique. Elle convoque discrètement 2 personnes du noyau dans un restaurant discret, choisit une table au fond, pose sur la nappe des notes datées et demande qu'on priorise l'homme avant la machine. On l'écoute poliment, puis on lui répond qu'elle confond émotion et réalité économique, que les engagements sont déjà pris et que toute alerte trop visible détruirait ce qu'il reste de sa stabilité. Selon son journal, c'est ce soir-là qu'elle saisit l'ampleur du verrouillage. Même les bienveillants sont devenus prisonniers d'un système qui avance tout seul. Quand les intérêts se présentent comme de la protection, comment distinguer les alliés des geôliers? La scène la plus douloureuse survient quelques jours plus tard, lors d'une répétition interrompue par une querelle intime qui se transforme en crise collective. Un membre du clan ordonne l'évacuation des visiteurs, un autre confisque des feuillets de travail, un troisième appelle un journaliste ami pour livrer immédiatement une version adoucie des faits avant que la rumeur brute ne sorte. Suzanne voit cette chorégraphie de crise et comprend qu'elle n'assiste plus à des accidents, mais à un protocole rodé. Tout est prévu, sauf l'essentiel. Écoutez réellement celui qu'ils prétendent sauver. Si vous découvriez qu'autour de votre idole, un petit groupe écrivait l'histoire à sa place, accepteriez-vous encore le récit officiel sans poser de questions? Et ce protocole de crise, justement, a fini par se fissurer quand les plus invisibles ont cessé de se taire. Une ancienne habilleuse, qui vivait depuis des décennies loin de Paris, a décrit une loge où les serviettes restaient humides du matin au soir, où l'on cachait la pâleur du visage sous des couches épaisses de poudre, et où l'on demandait parfois d'assombrir les lumières pour que le public ne voie pas la fatigue. Un chauffeur de tournée a confirmé, selon des entretiens conservés par des journalistes culturels, qu'il attendait certaines nuits moteur allumé pendant des heures, parce que personne ne savait à quel moment Jacques accepterait enfin de repartir. Une coiffeuse a raconté qu'il gardait une main sur la poitrine avant d'entrer en scène, non comme un geste de théâtre, mais comme un réflexe pour calmer une douleur qu'il refusait d'avouer. Le plus troublant, c'est qu'ils disent tous la même chose, sans s'être concertés, avec les mêmes détails de couloir, les mêmes silences dans l'ascenseur, les mêmes ordres murmurés,
pour que rien ne sorte. Pourquoi ces voix modestes qu'on n'écoutait jamais donnent-elles aujourd'hui l'image la plus nette de ce qui se passait réellement derrière le rideau? Selon le journal de Suzanne, la dégradation n'était plus seulement affective, elle devenait physique et quotidienne. Avant certains concerts, on ajustait le col de chemise pour cacher les marques d'amaigrissement. On humidifiait les lèvres devenues sèches. On glissait un calmant discret avec un café trop serré. Puis il fallait sourire dès que la porte de scène s'ouvrait. Le public voyait la puissance. Les proches voyaient l'effort presque douloureux pour tenir debout, respirer au bon rythme, articuler sans laisser paraître le vertige. C'est là que la façade se fendait, minute après minute, sous les projecteurs. Suzanne note aussi un détail qui glace le sang. La mémoire commençait parfois à se dérober au pire moment. Un soir, au milieu d'une répétition, il a mélangé 2 textes qu'il connaissait pourtant depuis des années. Puis il a souri, comme si de rien n'était, avant de s'enfermer seul quelques minutes. L'équipe a parlé de fatigue passagère, mais dans le carnet, elle écrit que ce trou de mémoire a provoqué chez lui une peur brutale, presque enfantine. Perdre ses mots. Pour un homme qui vivait par ses mots, c'était perdre son dernier abri. C'est alors que survient une scène de trahison que Suzanne décrit avec une précision presque juridique. Un proche du cercle, celui qui se présentait comme protecteur et ami de confiance, aurait transmis à un chroniqueur une version contestée de la situation, en expliquant que les tensions venaient seulement de caprices féminins et de jalousie d'entourage. Ce récit salit Suzanne, isole encore davantage Jacques, et surtout permet de justifier de nouvelles décisions prises sans lui. Elle découvre la fuite par hasard, dans un café, en lisant une note mondaine qui reprend mot pour mot des éléments qu'elle n'avait confiés qu'à ce proche. Comment ne pas parler de coups de couteau quand la confidence donnée pour sauver est utilisée pour discréditer? Malgré tout, Jacques tente un dernier redressement dans ces mois-là. Il demande un planning allégé, quelques dates mieux espacées, des matinées de repos, et promet de revenir à une discipline qu'il avait perdue au milieu des nuits blanches. Pendant une semaine, l'espoir renaît, les répétitions sont plus calmes, la voix retrouve des nuances, les colères diminuent. Puis, une chaîne d'appels impose de nouveaux engagements. Les trajets se rallongent, les disputes reprennent, et la mécanique de l'épuisement écrase ce fragile retour. Quand quelqu'un veut se relever, mais que son propre entourage lui retire l'échelle, peut-on encore parler d'accident? La fracture devient politique lorsqu'un dossier interne circule entre salles, radios et producteurs, avec une consigne non officielle qui ressemble à une condamnation feutrée. Selon plusieurs sources d'archives évoquées bien plus tard, le nom de Jacques apparaît sur une liste de diffusion restreinte, accompagnée d'annotations ambiguës sur sa prétendue instabilité et sur les risques d'image. Officiellement, personne n'interdit rien, mais soudain les invitations se raréfient, les passages sont déplacés en horaires discrets et certains contrats sont suspendus, sans explication claire. Suzanne comprend que la chute ne dépend plus seulement de la vie intime. Une main froide venue d'en haut organise aussi le silence autour de lui. Qui a décidé qu'un artiste devait être puni au lieu d'être aidé? Dans les notes de cette période, elle décrit un rendez-vous dans un bureau tapissé de velours sombre, où 2 responsables culturels parlent de respect du public, tout en négociant surtout la tranquillité des institutions. L'un d'eux lâche une phrase terrible. Il faut éviter l'imprévu. On ne peut plus prendre ce risque. Cette formule, banale en apparence, devient une arme, car elle autorise ensuite toutes les mises à l'écart sous prétexte de prudence. Et derrière la prudence, Suzanne voit la peur de scandales financiers, la peur de révélations, la peur de perdre le contrôle du récit. Le cercle proche ne le protège plus. Il s'adapte à cette nouvelle donne et se protège lui-même. Un conseiller redirige les courriers compromettants vers une boîte annexe. Un autre retarde certaines réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent inutiles. On soupçonnait qu'un troisième
effaçait des traces de rendez-vous dans les agendas recopiés au propre. Les preuves ne disparaissent pas toujours dans un feu spectaculaire. Elles s'usent dans la paperasse, elles se noient dans des versions corrigées, elles meurent par dilution. Suzanne tente de conserver des doubles, de dater chaque note, de nommer chaque interlocuteur, comme si elle préparait un dossier pour un procès qui n'aura jamais lieu. Puis arrive la plus grande trahison du proche déjà suspecté, celle qui met tout le monde en colère quand on lit le journal. Pendant que Jacques traverse une phase de profonde fragilité, cet homme négocie discrètement sa propre place auprès d'un autre artiste émergent, en promettant qu'il saura éviter les débordements qu'il n'avait jamais su contenir ici. Autrement dit, il vend son expérience de la crise qu'il a contribué à aggraver, et il présente ce départ comme un choix moral. Suzanne note qu'elle l'a vu quitter une réunion avec un sourire soulagé, au moment même où Jacques demandait encore qu'on ne l'abandonne pas. Peut-on imaginer plus cruel que de transformer la détresse d'un ami en argument de carrière? Dans ce climat, Jacques tente encore un retour public, un vrai, avec un répertoire resserré et l'idée de recommencer presque à nu. La première répétition est émouvante. Il retrouve un timbre plus sobre, le regard plus clair, et tout le monde croit à une renaissance. La deuxième séance se passe moins bien. Un malaise de fatigue interrompt le travail. La presse reçoit une version minimisée, et les partenaires financiers réclament déjà des garanties supplémentaires. En quelques jours, l'élan se casse, et le projet qui devait le sauver devient une nouvelle source de pression. Quand même, le rebond est récupéré par ceux qui comptent les profits avant de compter les souffles. Comment la guérison pourrait-elle tenir? La pièce finale de cette tragédie apparaît dans un coffre privé, sous la forme d'un avenant contractuel que presque personne n'avait lu jusqu'au bout. Ce document, rédigé en langage sec et administratif, liait Jacques à un volume de prestations impossible à tenir dans son état réel, avec des pénalités écrasantes en cas d'annulation et un contrôle très strict de sa parole publique. Selon des copies évoquées par des chercheurs en histoire culturelle, l'avenant allait jusqu'à limiter la possibilité de modifier un programme sans validation d'intermédiaires dont les intérêts n'étaient pas les siens. Suzanne écrit qu'elle a compris trop tard que la passion visible cachait aussi une servitude invisible, signée page après page dans des moments d'épuisement. Comment parler de liberté artistique quand chaque respiration devient une dette? Le plus dur, c'est que ce contrat était présenté comme une protection contre le chaos, alors qu'il enfermait davantage l'homme déjà vacillant. On lui promettait stabilité, on lui retirait des marges de repos, on lui promettait sécurité, on lui imposait des clauses qui transformaient chaque faiblesse en faute monétaire. Et quand Suzanne tente de contester ces termes devant un conseiller juridique du cercle, on lui répond que tout est légal, donc tout est acceptable, comme si la légalité effaçait la violence morale. La disparition de certains feuillets du journal prend alors un sens nouveau. Les pages manquantes ne contenaient peut-être pas des scènes de jalousie, mais des références précises, noms, montants, dates écrites en toutes lettres, qui reliaient les crises intimes à des décisions contractuelles. Effacer ces pages, c'était effacer le mécanisme, et laisser seulement le décor sentimental pour que le public conclue à une simple histoire d'amour malheureuse. Suzanne, elle, voulait montrer la chaîne complète. Le cœur blessé, le corps épuisé, l'argent qui dicte, et les proches qui basculent de l'aide au contrôle. Et pourtant, Jacques ne renonce pas immédiatement. Il tente une dernière fois de reprendre la main en exigeant une pause réelle, loin des circuits, avec seulement quelques personnes fidèles autour de lui. Pendant quelques jours, il écrit, il marche, il parle de revenir autrement, moins souvent, mais plus vrai. Puis l'avenant est brandi, les pénalités menacent, les partenaires appellent, et le projet de retraite devient un luxe interdit. Le dernier sursaut se heurte au mur du papier signé, et la détresse redevient logistique. La scène de rupture entre Suzanne et un membre clé du dispositif est d'une violence froide. Elle apporte ses notes,
Il apporte des copies de clauses. Elle parle de santé et de dignité. Il répond en courbes de recettes et en obligations déjà contractées. Quand elle l'accuse de sacrifier l'homme pour sauver la machine, il hausse à peine le ton et dit qu'un mythe ne peut pas se permettre des pauses imprévisibles. À cet instant, selon son journal, elle comprend qu'elle a perdu la bataille de l'intérieur. Le plus tragique est peut-être là, dans cette sensation que tout le monde voyait la souffrance, mais que chacun avait une raison de la traduire autrement. Les uns y voyaient une crise amoureuse, les autres un problème de calendrier, d'autres encore une difficulté de communication. Et pendant ce temps, le principal intéressé s'épuisait à tenir plusieurs rôles incompatibles. Suzanne continue d'écrire, non pour se venger, mais pour laisser une trace que les communiqués ne pourraient pas lisser. Si ces pages avaient été conservées intactes, combien de mensonges élégants auraient cessé de tenir? Alors, face à cet enchevêtrement de passion, de peur, de contrat et de trahison, vous croyez encore que la chute de Jacques n'a été qu'une affaire de cœur? Et c'est justement après cette bataille perdue contre le papier, signée que le corps, lui, a commencé à ne plus mentir. Dans une clinique où les rideaux restaient tirés, même en plein après-midi, un dossier médical circulait sous enveloppe fermée, avec des annotations recopiées au propre pour qu'aucun mot trop lourd ne filtre jusqu'aux organisateurs. Selon des témoignages d'époque et plusieurs biographies, Jacques Brel toussait déjà d'une manière qui n'avait plus rien d'une simple fatigue, avec cette quinte sèche qui pliait les épaules et laissait dans le mouchoir une trace que l'on repliait aussitôt. On le poudrait avant les apparitions, on lui parlait d'air marin, de repos futur, de discipline retrouvée, mais les médecins, eux, voyaient un homme usé, essoufflé, fragilisé bien au-delà de ce que le public pouvait imaginer. Suzanne note que dans certaines loges, l'odeur du parfum cher ne parvenait même plus à couvrir celle des médicaments, du tabac froid et de la peur. Et le plus terrible, c'est cette phrase griffonnée d'une écriture nerveuse. On lui demande encore de sourire, alors qu'il lui manque déjà du souffle pour se plaindre. Qui a décidé qu'un homme à ce point épuisé devait encore rassurer tout le monde, sauf lui-même? Dans les pages les plus sombres du carnet, Suzanne ne décrit pas seulement une maladie, elle décrit une mise en scène. Avant une répétition, on éloigne les curieux, on apporte une boisson chaude, on laisse reposer quelques minutes, puis on relance la machine, comme si un peu de silence suffisait à réparer ce qui s'effondrait à l'intérieur. Selon des récits convergents, certains rendez-vous médicaux étaient pris sous des noms discrets, à des heures décalées, afin que les couloirs ne bruissent pas trop vite. La vérité biologique devait rester compatible avec les affiches déjà imprimées. Le contraste devenait presque obscène. D'un côté, les affiches promettaient l'intensité, la puissance, l'homme debout face au monde. De l'autre, Suzanne voit des chemises changées à la hâte parce que la sueur traverse le tissu, des pauses plus longues entre deux morceaux, une fatigue qui ne disparaît plus après une nuit de sommeil. Dans une note brève, elle écrit qu'il n'avait plus seulement mal à l'âme, il avait mal à l'air lui-même, comme si respirer était devenu un travail. Et pourtant, autour de lui, certains continuaient à parler rendement, délai, engagement. On lui promettait qu'après cette série de dates viendrait enfin le répit, puis après cette interview, puis après ce voyage, puis après cette signature encore. Suzanne comprend que le piège le plus cruel n'est pas toujours de forcer brutalement, mais de repousser sans cesse le moment du salut, jusqu'à ce qu'il n'arrive jamais. Le repos devenait une récompense théorique, toujours annoncée, jamais accordée. Il y avait aussi le point du mythe. Dans la France et la Belgique de ces années-là, un homme comme Brel ne s'appartenait plus tout à fait. Il portait sur les épaules l'attente des salles pleines, des producteurs, des radios, des admirateurs qui voulaient croire qu'un géant ne vacille pas. Cette ferveur populaire, magnifique au premier regard, devenait en coulisses une pression sociale presque monstrueuse. Car reconnaître l'effondrement, c'était risquer la panique, les annulations, les pertes, les accusations, et surtout l'aveu que la légende avait une chair fragile. Suzanne essaie alors une dernière fois de ramener la conversation à l'essentiel.
Elle ne demande plus qu'on tranche entre deux femmes. Elle ne demande même plus qu'on réécrive les contrats. Elle demande qu'on l'arrête, qu'on le soustrait, qu'on le laisse enfin respirer loin des regards et des calculs. La réponse, selon ses notes, est d'une froideur administrative. Encore quelques obligations à honorer, encore quelques apparitions à maintenir, encore un effort, juste un dernier. Mais dans la tragédie, le dernier effort est souvent celui qui vole le peu de force restante. Elle note aussi des moments plus intimes, presque insoutenables par leur simplicité. Un matin, il tient sa tasse à deux mains, comme un vieil homme qui craint de la laisser tomber. Un autre soir, il s'interrompt au milieu d'une phrase, non parce qu'il ne trouve plus ses mots, mais parce qu'il cherche son souffle avec une discrétion désespérée. Suzanne écrit qu'à cet instant précis, elle a compris que sauver sa réputation revenait peut-être à l'achever plus vite. La médecine officielle disait prudence, l'entourage disait continuité, et entre les deux se tenait un homme trop fier pour gémir, trop généreux pour décevoir, trop prisonnier de son rôle pour disparaître à temps. Dans ce face-à-face entre le diagnostic caché et la scène qui réclame encore sa part, Suzanne a vu la vraie violence, celle qui ne laisse pas de bleu visible, mais qui exige qu'on s'offre soi-même jusqu'au bord du vide. Dites-moi, quand un artiste n'a plus assez de souffle pour vivre normalement, mais qu'on lui demande encore de chanter sa vérité, est-ce encore du courage ou déjà une forme de sacrifice? Puis le couteau est venu de l'endroit le plus proche, de celui qui savait où frapper parce qu'il connaissait déjà chaque faille. Dans une chambre d'hôtel, où le téléphone à cadran reposait sur une moquette épaisse, un homme que Jacques laissait entrer sans annoncer son nom aurait recopié des fragments de conversation, des peurs, des colères, des hésitations, avant de les faire circuler auprès de ceux qui avaient intérêt à garder la main. Suzanne ne le désigne pas toujours frontalement, mais elle revient sur lui avec une insistance implacable. Le proche qui disait protéger, le confident qui répétait, l'ami qui prenait note quand les autres apportaient du réconfort. Selon plusieurs sources évoquées plus tard par des biographes, cet intermédiaire savait exactement quelles informations transmettre pour isoler encore davantage Brel de celles et ceux qui voulaient réellement interrompre la spirale. Le plus douloureux n'est pas qu'il ait parlé, c'est qu'il ait parlé en se présentant comme l'ultime rempart contre le chaos. Combien de drames ont été rendus possibles parce que le traître portait le masque du sauveur? Cette trahison, Suzanne la comprend par petits détails. Un mot confié en privé réapparaît, déformé, dans la bouche d'un programmateur. Une angoisse murmurée au milieu de la nuit se transforme au matin en argument pour lui imposer un encadrement plus strict. Une scène de faiblesse est racontée ailleurs comme une preuve qu'il faut décider à sa place. À chaque fois, l'information sort du cercle le plus intime, et à chaque fois, elle revient contre lui. L'homme en question, selon le journal, ne cherchait pas seulement l'argent immédiat. Il cherchait une place durable, dans le nouvel équilibre qui se dessinait, là où l'artiste affaibli devenait une marque à gérer plus qu'une personne à écouter. En livrant des bribes choisies, il se rendait indispensable auprès des producteurs, des juristes, des organisateurs inquiets. Il vendait son accès à l'homme comme d'autres vendent une clé, et plus la situation empirait, plus sa valeur augmentait. Suzanne tente de le confronter. La scène, telle qu'elle la raconte, est glaciale. Pas de cris, pas de grande théâtralité, seulement une table, un cendrier plein, un silence trop long, puis cette phrase qu'elle lui lance presque sans trembler. « Tu ne le soutiens plus, tu l'exploites. » Louis répond avec le langage des gens qui se croient indispensables, en parlant des disciplines, de dommages à éviter, de tempêtes à canaliser. Les mots paraissent raisonnables, mais derrière eux, elle voit clairement le mécanisme d'appropriation. C'est là que Suzanne croit voir le vrai visage de celui qu'elle considérait comme le principal prédateur de cette dernière période. Pas un monstre spectaculaire, pas un rival romantique facile à désigner, mais un proche, capable de convertir la fragilité de Brel en pouvoir personnel.
Dans les tragédies sentimentales, on accuse souvent la passion, la jalousie, les scènes, les femmes, les tempéraments. Suzanne, elle, désigne autre chose. Un opportunisme froid, installé dans l'ombre, qui se nourrit de l'épuisement d'un homme pour devenir le gestionnaire de sa chute. Selon de témoignages recoupés, c'est cet homme qui aurait encouragé la mise à distance de certaines voix trop franches, retardé des messages, dramatisé des disputes pour justifier davantage de contrôle, puis minimiser les alertes médicales lorsqu'elles menaçaient l'agenda. Le plan n'était pas écrit noir sur blanc, mais il apparaît dans le journal comme une méthode. Plus Brel semblait instable, plus il devenait nécessaire aux yeux de tous. Plus il s'enfonçait, plus le traître se présentait comme unique pilote encore lucide. Suzanne note un détail terrible. Quand Jacques parlait de partir, de réduire, de rompre certains liens, cet homme ne s'y opposait jamais frontalement. Il approuvait, calmait, promettait d'organiser, puis laissait passer le temps jusqu'à ce qu'une nouvelle urgence annule tout. C'est une manière de trahir plus raffinée que le mensonge brut. On ne dit pas non. On vide simplement le oui de toute réalité. Et lorsque la situation devient trop visible, il prépare déjà la suite. Dès après les notes de Suzanne, il se rapproche d'autres milieux, d'autres artistes, d'autres réseaux, en emportant avec lui une réputation de spécialiste des personnalités difficiles. Il transforme la crise qui l'a accompagnée en carte de visite. Ce n'est plus seulement un abandon, c'est une extraction de profit moral et professionnel au cœur même de l'effondrement. La blessure pour Suzanne est double. Elle voit Jacques trahi, et elle voit en même temps le récit se retourner contre ceux qui tentaient encore d'empêcher le pire. Le traître diffuse une version commode. Les femmes se jalousent, les amis dramatisent, l'artiste traverse une phase, tout est sous contrôle. Avec cette formule, il protège sa place, il rassure les financiers, et il condamne le reste au silence. N'est-ce pas la forme la plus parfaite de la perfidie que celle qui convainc tout le monde qu'elle agit par devoir? Dans les dernières lignes de cette séquence, Suzanne ne cache plus sa rage. Elle écrit qu'il ne lui pardonnait pas d'aimer Jacques autrement, c'est-à-dire sans bénéfice. Cette phrase, simple en apparence, ouvre un gouffre. Car si le grand coupable n'était pas seulement la passion destructrice, mais celui qui a su transformer cette passion en machine rentable, alors qui mérite vraiment d'être désigné comme l'artisan final du désastre? Et puis survient cette visite, dont presque personne n'a parlé publiquement, comme si même les témoins avaient eu peur de prononcer ce qu'ils avaient perçu ce soir-là. Quelques heures avant une décision qui devait tout faire basculer, un inconnu au manteau sombre entre dans un lieu où Jacques s'était retiré, et l'on demande aussitôt que personne ne dérange. La poignée de porte garde la trace d'une main humide. Un verre reste intact sur la table basse, et depuis le couloir, Suzanne entend non pas une dispute continue, mais ces silences coupés de phrases brèves qui annoncent les nouvelles irréparables. Selon des sources indirectes évoquées dans l'entourage, cet homme n'appartenait ni au cercle artistique habituel, ni aux amis intimes, ce qui rend sa présence encore plus troublante. Quand il ressort, il ne serre aucune main, ne salue personne, et Brel, lui, a changé de visage, la nuque figée, le regard vide, comme si en quelques minutes, on lui avait retiré le peu d'illusion qui lui restait. Qui venait-on prévenir, intimider ou achever moralement dans un tel moment? Suzanne ne peut pas prouver tout ce qu'elle soupçonne, et c'est ce qui rend son récit si puissant. Elle note seulement les faits. Avant cette rencontre, Jacques parlait encore de rupture nette, de repos, d'une mise à distance générale. Après elle, il devient soudain plus sombre, plus résigné, comme ça s'il comprenait que certaines portes étaient déjà fermées sans retour. Il ne se met pas en colère, ce qui chez lui aurait presque été rassurant. Il se tait. Ce silence inquiète davantage que toutes les scènes précédentes. Un homme en colère lutte encore. Un homme qui se replie ainsi donne l'impression d'avoir reçu une vérité ou une menace qu'il ne peut partager. Selon certains récits, l'inconnu aurait été porteur d'éléments financiers, peut-être liés à des engagements, à des documents,
à des conséquences qui dépassaient le simple cadre sentimental. D'autres ont parlé d'un messager mandaté, pour rappeler le coût exact d'un retrait, le prix public et privé d'une désobéissance. La dimension politique de l'affaire réapparaît ici avec brutalité. Dans ces années de réseaux serrés, de presse tenue par des fidélités anciennes, de milieux artistiques traversés par les intérêts croisés, un artiste fragilisé n'était jamais seulement un homme malade ou amoureux. Il pouvait devenir un problème à neutraliser, un risque à contenir, un symbole à maintenir debout, même lorsqu'il n'en pouvait plus. La visite de cet inconnu ressemble dans le journal à un rappel à l'ordre venu d'un étage supérieur du système. Suzanne essaie malgré tout d'obtenir une explication. Elle insiste, pose des questions, tente de savoir qui l'a envoyé. Jacques élude d'abord, puis lâche une phrase qui lui glace le sang. « Laisse, c'est plus sale que tu ne crois. » Avec ces quelques mots, le drame change d'échelle. On n'est plus seulement dans une histoire de passion qui se dévore, mais dans un territoire où l'argent, la réputation, les contrats et la peur se nouent au point de devenir indissociables. Le lendemain, plusieurs papiers disparaissent. Pas toute une malle, pas un vol spectaculaire, seulement des feuillets précis, des copies de correspondance, des notes pratiques, peut-être des relevés, peut-être des engagements. Suzanne s'en aperçoit parce qu'elle a l'œil de celle qui sauve les preuves quand tout le monde veut déjà sauver les apparences. Elle comprend alors que la visite n'avait pas pour seul but de parler. Elle avait peut-être pour fonction de récupérer, d'effacer, de sécuriser certains éléments avant que la situation n'échappe complètement au contrôle. C'est ici que les fameuses pages manquantes du journal prennent leur sens le plus vertigineux. Si des documents ont disparu ce soir-là, si certains carnets ont été ensuite retrouvés incomplets, si le récit public s'est ensuite refermé comme une porte capitonnée, alors la question n'est plus seulement de savoir qui a fait souffrir Brel. La question devient: qu'a-t-on voulu empêcher d'être prouvé? Suzanne suggère sans la fermer qu'il existait un fil direct entre la détresse intime, l'épuisement physique et un montage d'intérêts qu'on ne voulait surtout pas voir exposé au grand jour. Après cette visite, les décisions se précipitent. Certaines relations sont coupées, des départs s'organisent dans une hâte étrange, des appels restent sans réponse, et surtout, le ton change autour de lui. Moins de persuasion affectueuse, davantage d'exécution sèche, comme si le temps du théâtre émotionnel était terminé et qu'on entrait dans la phase finale, celle où l'on range, où l'on verrouille, où l'on prépare déjà la version officielle. Suzanne, elle, continue d'écrire parce qu'elle n'a plus d'autre arme. Son journal devient alors moins un refuge qu'un acte d'accusation tremblant. Elle sait qu'on la jugera excessive, partiale, peut-être blessée. Mais elle sait aussi qu'un jour, quelqu'un ouvrira ces pages jaunies et y verra non un chagrin de femme abandonnée, mais la radiographie d'un homme cerné de toutes parts. Et vous, si juste avant le point de non-retour, un visiteur sans nom était entré pour faire taire ce qui restait de vérité, ne voudriez-vous pas savoir ce qu'il portait exactement dans sa serviette? Puis les portes se referment, sans fracas spectaculaire, mais avec cette lenteur définitive qui fait parfois plus mal qu'un scandale public. La vie après l'apogée ne ressemble jamais aux affiches. Pour Brel, elle prend la forme d'un retrait partiel, d'un éloignement où l'on croit voir une liberté reconquise, alors que les traces des années précédentes continuent de peser sur le corps, sur les liens, sur les papiers dispersés. Ceux qui l'ont aimé sincèrement gardent l'impression de l'avoir vu partir morceau par morceau, avant même que son chemin terrestre ne s'achève. Et ceux qui avaient administré sa fragilité s'empressent, selon plusieurs sources, de lisser le récit, de simplifier, de transformer une mécanique cruelle en simple destin d'artiste brûlé par sa passion. Le plus troublant, après son départ de ce monde, c'est cette zone d'ombre autour de certains documents et de certains montants. Des carnets incomplets, des correspondances introuvables, des doubles qui n'apparaissent plus dans les dossiers consultés ensuite par certains chercheurs. On ne parle pas forcément d'une fortune disparue, comme dans un roman noir, mais d'archives, de traces, de preuves capables d'éclairer qui décidait vraiment et qui profitait de quoi.
Quand les papiers se dispersent, la mémoire devient facile à gouverner. Les théories n'ont jamais cessé. Les uns disent que tout a été emporté par le désordre ordinaire des successions, des déménagements, des pudeurs familiales et des oublis volontaires. D'autres pensent qu'une partie des notes de Suzanne et de l'entourage a été retirée parce qu'elle reliait trop directement la passion amoureuse, l'état de santé réel et la pression contractuelle. Plus les années passent, plus ce manque devient parlant. Car ce qui manque oriente parfois l'histoire autant que ce qui reste. Et celui que Suzanne présente à demi-mot, mais avec une constance implacable, comme un possible traître, qu'est-il devenu? Selon les récits disponibles, il n'a pas connu de chute exemplaire, pas de justice théâtrale, pas de grande humiliation publique. Il a poursuivi sa route dans les marges confortables du milieu, en capitalisant sur son expérience, sur ses contacts, sur sa capacité à survivre à tous les naufrages, sauf aux siens. C'est souvent cela, la part la plus amère du réel. Ceux qui aiment paient, ceux qui exploitent se recyclent. Pourtant, quelque chose lui a échappé. Il a peut-être aidé à verrouiller des portes, à neutraliser des témoins, à effacer des feuillets, à imposer un récit plus commode. Mais il n'a pas réussi à faire taire complètement cette voix venue du fond du tiroir, celle de Suzanne Gabriello. Dans son écriture tremblée, avec ses reprises, ses ratures, ses notations presque domestiques, elle a laissé ce qu'aucun communiqué ne peut vraiment effacer, la sensation humaine du désastre, la preuve morale qu'au moins une personne a vu clair et a tenté jusqu'au bout de l'arracher à la machine. Alors au fond, qui était Jacques Brel dans cette dernière traversée? Un homme victime d'une passion trop forte? Un créateur broyé par le système qu'il adorait? Ou un être fier, difficile, qui a aussi participé à sa propre perte en refusant parfois l'aide possible au moment où il en avait le plus besoin? Peut-être que la vérité se trouve justement dans cet inconfort, là où personne n'est entièrement innocent, sauf peut-être celle qui a écrit pour qu'on n'oublie pas. Et si le véritable scandale n'était pas seulement cette histoire d'amour qu'il a consumée, mais le fait qu'autour de cette blessure, des adultes lucides aient préféré protéger des intérêts, des images et des contrats plutôt que l'homme qui étouffait sous leurs yeux. Si c'est cela, alors le journal de Suzanne n'est pas un supplément de ragot. C'est une pièce de mémoire, presque un dernier secours adressé à ceux qui voudront encore écouter. Mes amis, et vous, comment regardez-vous aujourd'hui Jacques Brel? Était-il surtout la victime de son entourage, de la machine, de cette passion dévorante, ou portait-il lui-même une part décisive de responsabilité dans son propre destin? Écrivez votre avis dans les commentaires. Dites-nous s'il est encore vivant dans la mémoire de votre ville. Mettez un JM pour la vérité et abonnez-vous si vous pensez, vous aussi, que certaines légendes méritent qu'on raconte enfin leur part cachée.